Alors, Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on va pas parler de la paracha de la semaine comme on l'a dit la semaine dernière, mais on va parler un petit peu de la fête de Pessah qui arrive. Il y a énormément évidemment de halachot. Alors, c'est pas le sujet du cours. Il faudrait prévoir un shiur spécifique vraiment pour exposer toute la halachot spéciale du Seder, de la Seder, tout ça. Mais j'ai voulu présenter un petit peu un état d'esprit, savoir exactement comment on doit arriver au Seder de Pessah. Parce que souvent, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire avant. Et malheureusement, des fois, il y a beaucoup de sédarim qui ont été gâchés. Parce que on arrive un peu en lahaz, on est fatigué, il y a eu beaucoup de préparation, etc. Et puis on est mal préparé sur les halachot, alors il y a des tensions à table, etc. Et après, du coup, malheureusement, le Seder de Pessah ne se passe pas de la meilleure manière. Alors juste essayer de comprendre, en réalité, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a donné cette fête, ce chag-là, de la fête de Pessah. Vous savez que le soir du Seder, il y a en tout réellement 63 mitzvot. Chachamim dit qu'il y a 63 mitzvot le soir du Seder. Il y a 61 mitzvot des Rabbanan et 2 mitzvot uniquement de Oraïta. Quels sont les deux seuls mitzvot qui sont de Oraïta? Vous les connaissez sûrement, évidemment. C'est quoi? Matzah. Non, aujourd'hui je parle pas de manazé. C'est quoi? Manger la matzah. Et la deuxième c'est Veigata le bincha, et tu raconteras à tes enfants la sortie d'Égypte, etc. Comme vous connaissez. Mais Chachamim, en réalité, il y a une autre mitzvah de Horaïta, ce qui souvent, elle est un petit peu passée de côté parce qu'on croit que c'est juste une ma'ala, on croit que c'est juste une... c'est bien d'arriver à ça. Alors, on ne nous l'a pas présenté comme une vraie mitzvah à faire le soir du Seder. Mais en réalité, il y a une troisième mitzvah de Horaïta, le soir du Seder. C'est quoi? Chachamim disent Hayav Adam le'arot atzmo keiluhu atzmo yatsa mimitzrayim. Ça veut dire? Voilà. Chayav, Chachamim, Chazal, ils ont dit. Ils n'ont pas dit c'est bien. Ils n'ont pas dit il faut. Ils n'ont pas dit moutav. Ils ont dit quoi? Chayav Adam le'arot atzmo keilu ou atzmo yatsa mimitzrayim. Comme si lui-même il était sorti d'Égypte. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait, Seba, etc. pour arriver à être Mekayem. Ça veut dire, la question elle est, si tu veux que je me considère moi-même comme étant sorti d'Égypte, t'attends quoi de moi? J'ai pas de bâton, on n'est pas dans le désert, on est en 2000, je sais pas combien, d'accord? Comment tu veux que je me mette dans la peau d'un bédouin il y a 3500 ans, qui a été opprimé pendant 210 ans, que 4 générations avant lui, ils étaient sous les briques, etc. C'est pas mon cas. Ke'il ou yatsa mimitzrayim. Quel yatsa mimitzrayim? Où yatsa mimitzrayim? Je sors d'Égypte, moi. Chachamim, ils disent, le problème, c'est quoi? C'est qu'on t'a pas demandé simplement d'essayer. Hayav. C'est-à-dire que si à la fin du... Merhila, messieurs. Merhila, ça me dérange un petit peu. J'entends le... Voilà. C'est quoi? C'est que si à la fin du Seder, Hayav, Adam, il a pas réussi, il a raté son Seder. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc la question, elle est, qu'est-ce que ça veut dire? Ke'il ou yatsa mimitzrayim. Ok. Alors, il faut savoir que quand on arrive à Pessah, alors ça vous le savez, on nous dit qu'il y a deux aliments qui vont s'opposer. Le chametz et la matzah. D'accord? Je ne l'apprends pas. Quelle est la différence qu'il y a entre l'une et l'autre? Alors, on nous dit comme ça. Un élément fabriqué comme ça à partir de ces deux éléments, il ne peut pas être les deux. D'accord? Un élément, il est soit chametz, soit matzah. Il ne peut pas être middle. Ça n'existe pas un élément middle. Donc, c'est où tu l'as rendu chametz, ou tu l'as laissé matzah. C'est quand Chachamim me disent, c'est un peu comme dans la vie. C'est quoi la vie? Souvent les gens ils aiment bien la neutralité, d'accord? En fait la neutralité elle n'existe pas. Il faut toujours choisir un camp. Il y a c'est bien, il y a mal, il y a le chaud, il y a le froid. Tout a été créé comme ça, d'accord? C'est vrai qu'il y a le tiède. Mais Chachamim me disent que toi quand tu as des choix dans la vie, c'est quoi? Il faut toujours choisir une direction. Parce que rester toujours comme ça entre deux, en réalité qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien en fait dans la vie. Donc à un moment donné il va falloir bouger. Alors quitte à quoi? Quitte à descendre. C'est pas grave, d'accord? Tu te trompes, tu fais un mauvais choix, ça descend un petit peu, et après ça va remonter. Mais une personne qui croit, par exemple, en se disant « Non, moi, ce que je fais, c'est bien. Là où j'en suis dans ma vie, tout va bien. Alors qu'est-ce qui va lui arriver celui-là? Sans s'en rendre compte, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va reculer, en fait. Il va descendre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. La vie, c'est une vie de mouvement. C'est où tu vas vers le haut, ou tu vas vers le bas. Mais rester comme ça, stagnant, non, c'est bon, maintenant, là où je suis, j'ai 45 ans, 50 ans... J'ai pas à bouger les lignes, etc. Non, les lignes, elles bougent. Quoi qu'il arrive, que tu veuilles ou non, les lignes, elles bougent. Alors, où est-ce qu'on le voit, ça, par exemple? On le voit dans la vie de tous les jours, dans la vie familiale. D'accord? Il suffit de tourner un petit peu la tête, des fois, et on se rend compte que
bah, les enfants, en fait, ils grandissent. D'accord? Ils restent pas toujours à 5 ans. D'un seul coup, on tourne la tête, ils ont 15 ans. On dit, ah. Et madame, avec qui on vit depuis 10 ans ou 15 ans, elle aussi, elle évolue. D'accord? Il y en a qui prennent du poids, il y en a qui... Bon, ça c'est autre chose. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça que il y a une évolution permanente qui se passe, d'accord, au sein d'une famille, la vie professionnelle, etc. Donc ça n'existe pas en réalité de stagner. Maintenant, on nous dit comme ça. On nous dit comment on fait une matzah. Alors on prend 2 éléments. On prend de l'eau et on prend de la farine. D'accord? Quand vous prenez l'eau à part et la farine à part, ils n'ont pas mélangé encore. Chachamim me dit ce sont 2 aliments qui ont une particularité. Ce sont 2 aliments qui sont quasiment impérissables. D'accord? On peut laisser une bouteille d'eau comme ça pendant des semaines, des mois, etc. Tu la reprends après, ça reste de l'eau. De la farine, pareil. D'accord? Par contre, on se rend compte que quoi? Que dès qu'on va les mettre l'un avec l'autre, et là, il y a une nouvelle composante qui va se créer, c'est quoi? Le temps. Avant, il n'y avait pas de temps. Avant, on a le temps. Quand on est tout seul, on a le temps. Rachami dit, c'est quoi ça? L'eau et la farine. C'est l'homme et la femme. Tant qu'ils sont célibataires, tant qu'ils sont chacun de leur côté, ils ont toute la vie devant eux. Ça va, hein, on a le temps. Mais dès que tu les mets en présence, dès que tu les mets ensemble, alors c'est vrai, les 2 éléments, quand tu les mets séparément, c'est 2 éléments extraordinaires. L'eau, c'est magnifique. La farine, c'est magnifique. Mais tu les mets ensemble, c'est... Ça y est, les étincelles, elles sont parties. D'accord? Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on nous dit maintenant qu'une fois que tu les as mis en présent, tu les as mis ensemble, il faut travailler maintenant, en permanence. Parce que si tu laisses, tu mélanges, tu prends une bassine, tu mets de la farine, tu verses de l'eau et tu laisses comme ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est une bouillabaisse le truc, il va rien sortir de ça. Donc qu'est-ce que tu es obligé de faire maintenant? Il faut travailler. Et comment on nous dit de travailler? Sans s'arrêter. C'est ça une matzah. Si tu laisses un petit peu, si tu laisses reposer, bon ça va, je reviens dans un quart d'heure. Non, si tu reviens dans un quart d'heure, comment ça va devenir ça? Hametz. Donc c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sans arrêt. Bien mélanger, truc, pour que le mélange soit le plus homogène possible. D'accord? Maintenant, c'est quoi ça? Chachamim me disent, c'est le travail permanent au sein des familles. D'accord? Le couple, il a besoin de travail permanent. Il a besoin d'entretien permanent. Pourquoi? Parce que sinon, on peut se retrouver, malheureusement, 20 ans de mariage, 20 ans de vie, etc. Et avoir les mêmes problèmes qu'il y a 20 ans. Les mêmes problèmes. Ça, tu prends le couple, il n'a pas évolué. C'est quoi? C'est toujours des mêmes réflexions. Il n'a pas rangé ses affaires au bon endroit. D'accord? Elle fait pas ce que je lui dis. Il m'écoute pas. C'est les mêmes phrases. C'est-à-dire que tu viens 20 ans plus tard, c'est les mêmes phrases que la première année du mariage. Mais je comprends pas. Il n'y a pas eu une... il n'y a pas un changement un peu? Il n'y a pas quelque chose qui a évolué? Non, toujours pareil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail en fait. Le travail, il n'a pas été fait. Comme le travail, il n'a jamais été fait, alors tout reste à l'état initial. Maintenant, il y a un principe. On en a parlé un petit peu cette semaine, c'est un principe halachique. Vous savez qu'à Pessah, on a un interdit de chametz de kol shehu. D'accord? La quantité la plus infime de chametz, elle est interdite pendant Pessah. Alors, il faut savoir que Deoraita, l'interdit véritable pour être chayav karet, c'est de manger le chametz, pas d'en posséder, mais c'est de le manger. À partir de ce moment-là, on est chayav karet, mais uniquement à partir d'une quantité de kazaït. Ça, c'est Deoraita. Chachamim, ils ont été gozer, ils ont fait une xéra pour pousser le bouchon encore plus loin. Ils ont dit, on aura l'interdiction de consommer du chametz, même kol shehu, même un petit peu. D'accord? Rien du tout. Tu mets un petit grain comme ça dans la casserole, tout le mélange, il est interdit, tu peux pas le manger. Seulement ça, Chachamim, ils ont dit, attention, ce principe-là, il est valable que pendant Pessah. Alors, il y a un grand principe halachique qui s'appelle Choser Veniur. Revenir et se réveiller. C'est quoi ce principe? Je vous explique. Toute l'année, on a un principe général qu'un aliment, il peut s'annuler dans combien de fois sa valeur? Batel Beshishim. D'accord? Dans 60 fois sa valeur. D'accord? C'est vrai dans Bassar Bechalav, c'est vrai dans plein de domaines, etc. Ok? Maintenant, si avant Pessah, j'ai fait un mélange, j'ai fait un plat entièrement prêt pour Pessah, ça veut dire il n'y a rien de chametz à l'intérieur, mais j'ai rajouté un petit ingrédient qui lui serait chametz en réalité. Tu l'as fait exprès? Ouais, je fais exprès. Okay. Voilà, je voulais faire un gâteau, etc. J'ai rajouté un élément chametz à l'intérieur, mais je l'ai mis dans 1/60. Pas kol shehu, oui, 1/60. Il y a juste 60 fois le volume
de matzah, entre guillemets, de composants matzah, d'accord, et 1/60 seulement de composants chametz. D'accord. Avant Pessah, ça s'appelle Batel Beshishim. Non, mais là, On est avant Pessah. C'est-à-dire que. Volontairement Oui, volontairement. Ça veut dire qu'avant Pessah, quand je le vois le mélange ici, et que je demande à quelqu'un, d'accord, j'ai mis 1/60 de chametz à l'intérieur ici. Dans l'absolu, halachiquement parlant, 1/60. Est-ce que cet élément que je viens de mettre, il existe encore? Halachiquement parlant, il n'existe plus. Ça s'appelle qu'il est annulé dans ce que je viens de faire. On n'est pas à Pessah, on est au mois de mars, là. On est au mois de février. Hein? C'est pas Mevatel. Il est- Si, tu peux le faire, justement. Parce que ça, c'est pas un issour. C'est pas un issour. C'est pas, t'as pas mis du porc, t'as pas mis un... d'accord. C'est rien. T'as mis un élément permis. Tout est permis pour l'instant. On est 3 semaines avant Pessah. Il y a rien pour l'instant. Maintenant, si je te demande, est-ce que cet élément-là que j'ai mis, il est existant encore, halachiquement parlant? Non, il n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on a un principe. Que tout ce qui a 60 fois le volume d'un élément, l'élément qui est en 1, il n'existe plus. D'accord? Maintenant, la halakha, elle demande comme ça. Elle dit très bien, ça c'est avant Pessah. Mais est-ce que maintenant, quand j'arrive à Pessah, je passe maintenant, j'ai le même gâteau maintenant dans les mains. On est le 14 Nissan, tout va bien. On arrive le 15 Nissan, d'accord? Il s'est rien passé maintenant, le gâteau il est sur ma table. Est-ce qu'on dit Choser Veniur? Ça veut dire, il va revenir ce morceau de Hametz et se réveiller. En gros, je suis là. Tu m'as oublié? Mais là, on est Pessah maintenant. C'est quoi? C'est plus Batel Beshishim. C'est quoi? C'est Kol Shehu. Question halakha. Question halachique. D'accord? Rishonim, etc. Est-ce qu'on dit comme ça? Est-ce qu'on dit ce principe-là? Que le morceau de Hametz, entre guillemets, va se réveiller et va réinterdire, entre guillemets, rétroactivement, le mélange que j'aurais fait avant, qui était Batel, et maintenant il est plus Batel. Voilà. Est-ce qu'on dit comme ça? Alors, je vous le dis tout de suite. Sfaradim, on dit pas Choser Veniur. D'après le Rambam, etc., il n'y a pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'ai fait un mélange avant Pessah, j'ai mis Batel Beshishim, j'ai mis un élément Hametz avant Pessah, pendant Pessah, il ne se réveille pas. Donc c'est pour ça que vous ne paniquez pas. Si vous trouvez des comment ça s'appelle, vous achetez des gâteaux, des machins, etc. Et puis vous trouvez dans les compositions, voilà, levure, blé, machin, etc. Ils se sont arrangés. Pourquoi? Pour être Batel Beshishim à l'intérieur. Askenazim sont Mahmirim, d'accord, ils disent eux Choser Veniur. Donc eux, même si avant Pessah, tu as voulu mettre un élément Batel Beshishim, ça marche pas. Ils se réveillent pendant Pessah et donc il interdit le mélange. D'accord? Ça c'est bon ce principe? Très bien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait on dit comme ça. On dit Kodem Pessah, comme ça disent les Charamim. Kodem Pessah, avant Pessah, Efshar Levatel Chametz. C'est-à-dire qu'avant Pessah, on peut annuler le Chametz. D'accord? C'est pour ça que d'ailleurs qu'on fait la bdika et le bitoul avant Pessah. D'accord? Donc ça, retenez bien ça. Maintenant, pendant Pessah, je peux faire un bitoul? Je peux pas faire un bitoul pendant Pessah. Il est là le truc. Quand on trouve un morceau de Hametz à Pessah, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas bitoul qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'éliminer. Il faut le brûler. Non, bitoul. Quel bitoul? Il est là maintenant. Il faut l'éliminer. Bitoul, c'est avant Pessah. Avant Pessah, on peut toujours annuler. Mais après Pessah, non, tu peux plus annuler. Et même c'est pire que ça. Tu peux tellement pas annuler que même une petite graine minuscule, ça marche pas. Le mélange, il est complètement pasoul, complètement bgam, complètement interdit. Les Ashkenazim, ils font pas bitoul avant Pessah? Si, tout le monde fait bitoul. Mais eux, ils disent que si maintenant tu as fait un mélange avec du Hametz, ils se réveillent pendant Pessah. Bien qu'ils acceptent le principe de Batel Beshishim avant Pessah. Ils acceptent ça. Mais ils vont te dire, ah oui, mais Pessah, c'est une autre réalité. Il se réveille et il revient. Très bien. Donc si maintenant on nous dit qu'avant Pessah, on peut faire une annulation dans Batel Beshishim, et qu'après Pessah, on peut plus faire cette annulation de Batel Beshishim, et que ne serait-ce que la petite quantité infime, elle se réveille, elle est toujours présente, qu'est-ce que ça nous apporte à nous? Alors Chachamim, ils ont vu ici une allusion à quoi? Ils ont vu une allusion au Shalom Bayit. Et ils ont dit comme ça. Quand il y a une situation entre un homme et une femme, à la maison, et il y a un début de désaccord, on va appeler ça comme ça. C'est bon, désaccord le mot? Désaccord, ça va? Conflit, préférez conflit? Désaccord? C'est bien désaccord? Il y a un désaccord. Hein? Je sais pas. Bon, pour l'instant, c'est un désaccord, d'accord? Ça commence avec un désaccord. On n'est pas d'accord, on discute, etc. Maintenant, je vois chez l'autre, ça peut être moi envers elle ou elle envers moi, peu importe, je vois chez l'autre qu'il y a eu un dérapage. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Quelque chose qui a été fait ou qui a été dit, peu importe. Maintenant, là, je suis où? À quel moment je me situe là, dans l'histoire? Chachamim me disent, à ce moment-là, tu es Kodem Pessah. Tu es avant Pessah. C'est quoi avant Pessah? Tu es avant que ta bouche parle. Mazé Pessah, c'est la bouche qui parle. Tu es avant de faire ta réflexion.
Maintenant, tu as deux solutions. À ce moment-là, tu as encore la possibilité d'être Batel Beshishim, ce que la personne, elle vient de faire en face de toi. Ça veut dire quoi, Batel Beshishim? Elle vient de faire une bêtise, la personne en face de toi. Alors trouve 60 arguments positifs pour annuler ce qu'elle vient de faire. D'accord? C'est-à-dire que tu as encore la possibilité de dire, bon, elle a fait ça, mais regarde. Elle fait quand même ça, elle fait ça, et truc, et machin, et tatata. Tu peux, d'accord? Ça s'appelle Batel Beshishim. Tu peux trouver. Je pense qu'elles font beaucoup plus que 60. D'accord? Donc ça, tu peux le faire. Avant de parler, avant de faire ta réflexion, tu peux encore le faire. Mais Chachamim, ils disent que quoi? À partir du moment où tu vas répondre, tu vas parler, maintenant tu es où maintenant? Achar Pessah. Maintenant tu es après Pessah. C'est quoi après Pessah? C'est que la petite phrase minuscule que tu auras dit, En Levatel. Elle sera plus jamais Batel. D'accord? Et là, le conflit va commencer. Pourquoi? Parce que ça va aller dans je réponds, tu réponds, etc. Et à la fin, on va se rendre compte de quoi? Que au début de l'histoire, c'était un problème de l'un ou l'autre qui avait fait quelque chose. Mais quand ils vont arriver devant le rabbin pour régler leurs problèmes, monsieur et madame, la seule chose qui va rester, c'est quoi? C'est pas ce que la personne elle a fait. C'est la personne elle a dit. Elle va dire, vous savez ce qu'il m'a dit? Vous savez ce qu'il m'a dit? Vous vous rendez compte de ce qu'il m'a dit? Il m'a dit cette phrase, et il m'a dit cette phrase. Qu'est-ce qui reste en réalité dans un conflit? Au final, il y a eu une histoire, parce que t'as pas fait comme ci, t'as pas fait comme ça, etc. Ça, on oublie. Par contre, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On n'oublie jamais les mots qui sortent de la bouche. Le Zohar, il dit quoi? Il dit que l'homme n'est un être que parlant. Qu'est-ce qui caractérise un homme? C'est uniquement la façon dont il a de parler. C'est le dibour. C'est pour ça qu'on va nous dire quoi? Que à chaque fois qu'il va y avoir un début de conflit, tout le problème, il va être de quoi? D'essayer de ne pas figer cette réalité comme quelque chose de... Ça veut dire qu'il n'y a plus que ça qui compte. La capacité de l'homme qu'il a à voir un problème devant lui et à en faire une affaire d'État, hein, pour une chaussette ou un cartable ou un sac ou une affaire d'État, ça devient... Il y a le bouton nucléaire, il est juste là, il est prêt à appuyer pour envoyer les missiles. Ça, on parle de quoi? On parle d'un sac dans un couloir, ou on parle d'un truc mal arrangé, etc. Ça va, la maison elle va pas s'écrouler à cause de ça. Donc on se fait tout un film, tout un truc, etc. Oui, mais ça moi je voulais comme ça, et ça moi je voulais comme ça, et moi j'avais prévu comme ça. Tu prévois plein de choses, mais ça marche pas comme ça la vie. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'il y a un début de conflit, quelle est la caractéristique qu'on demande à l'homme? De faire quoi en fait? C'est bon. Rends le problème matzah. Ne le rends pas hametz. Parce qu'à partir du moment où tu le rends hametz, tu pourras plus l'annuler. Ça va parler sans arrêt. Alors Chachamim ils disent que tu as la capacité d'améliorer les choses, de ne pas polémiquer. Alors comment ça marche? Comment on fait ça? Justement, c'est ça le problème. C'est qu'au départ, c'était l'action le problème, c'était ce que tu faisais. Et au final, qu'est-ce qui va rester? Tout ce que tu vas dire. D'accord? La preuve, c'est quoi? C'est que à partir du moment où tu vas dire des choses qui vont dépasser ta pensée, ce qu'on a l'habitude de dire sans arrêt, ah mais c'est pas ce que je voulais dire. Ouais mais tu l'as dit. Oui mais c'est pas ce que je voulais dire. Oui mais moi ce que j'ai entendu. C'est les mots que je viens d'entendre, non? Ouais mais tu m'as mal compris. Bah parle alors, vas-y, parle correctement. Vous savez que Chachamim ils disent comme ça, que tous les arguments qu'on va avoir besoin à la fin du conflit pour l'arranger, c'était les arguments qu'il fallait avoir pour ne pas le créer. C'est les mêmes. D'accord? C'est la même chose. Je donne un exemple. Je pousse le bouchon dans un cas extrême. D'accord? Il y a un type, il trompe sa femme. D'accord? À la fin, il va lui dire quoi? Non mais en fait, chérie, je t'aime. On va pas tout gâcher. Et notre famille, et on a des enfants. Oui, mais tu te rends compte que tous ces arguments-là, c'était les arguments qu'il fallait avoir pour ne pas faire la bêtise au départ. C'est les mêmes en réalité. Donc en fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va donner des arguments à la fin, il faut se poser en se disant, je pouvais pas réfléchir à ça avant. Maintenant, j'ai envoyé le conflit maintenant dans les pires domaines. Et maintenant, je suis obligé d'essayer de trouver une manière pas de m'excuser, mais de sortir un peu comme ça, un peu... Bon, quand même, quoi. Je vais pas me... D'accord? Mais tout ça, il fallait y réfléchir avant. C'est pas ce que je voulais dire, C'est quoi ça? C'est une nouvelle maladie, c'est schizophrénie. Il y a un hôpital, il y a une unité là-bas, on a mis tous les gars, c'est pas ce que je voulais dire. C'est une folie en fait. Comment ça, c'est pas ce que tu voulais dire? Ben réfléchis quand tu parles. C'est pour ça qu'on arrive maintenant à Pessah
Quelle est la première caractéristique qu'Hachem nous demande de faire? Pessah. Fais attention aux mots qui sortent de ta bouche. Mazé paro. Paro, c'est Pera, une bouche mauvaise. On vient contre Pharaon, contre cette bouche mauvaise, et on lui met en opposition quoi? Pessah, une bouche qui parle, qui sait parler, une bouche qui sait raconter, qui sait s'exprimer. Mais si on n'apprend pas à s'exprimer, si on n'apprend pas à parler, ne serait-ce que dans le giron familial, alors comment ça marche? On peut pas avancer dans la vie. Pourquoi? Parce qu'un homme, il est comme ça. Un homme, il est parole. Donc un homme, il doit apprendre d'abord, avant tout, à parler. Et c'est pour ça qu'on vient nous dire maintenant que cette caractéristique-là de parole au sein du couple, elle est essentielle pour faire quoi? Veigata le binra. C'est-à-dire que la mitzvah de tu raconteras à tes enfants, elle peut pas commencer si tu sais pas utiliser ta bouche, si tu sais pas t'exprimer correctement. Comment tu vas te mettre devant tes enfants? Les enfants, je vais vous parler, et tu vas donner des messages, et tu vas vouloir transmettre des choses. Mais t'es pas audible en réalité. Pourquoi t'es pas audible? Parce qu'ils te voient parler toute la journée. Ils te voient comment tu t'exprimes toute la journée. Rachamim me dit, c'est pour ça que souvent, Shabbat Agadol, il tombe en même temps que Paracha de Metzora. Toujours lié. Pourquoi? Ou avant, ou après, ou pendant, etc. C'est toujours Kachour. Pourquoi? Parce que Metzora, c'est Moti Shemra, c'est la Shonara. On te dit quoi? Avant de commencer Vigata les Bintra, avant de venir à la table du Seder, déjà vérifie si ta bouche, elle a pas été un petit peu ratée pendant les semaines, les mois qui précèdent. Tu peux pas t'asseoir au CDR comme ça, avec ta nivoulpé, avec tes obscénités ou des choses que tu ne veux pas t'exprimer. Ah, maintenant, les enfants, on va parler de Torah. C'est comme ça, tu vas appuyer sur un bouton et d'un seul coup, tu vas te transformer en rabbin des quartiers. Ça n'existe pas comme ça. Hein? Rabbin des bois, d'accord. D'accord? Donc, ça marche pas comme ça. Donc maintenant, il faut comprendre quelque chose. C'est quoi? C'est que, comment ça marche au sein du couple? Au sein du couple, il faut savoir que le conflit majeur, il survient à partir du moment où on a l'impression que quand on fait quelque chose au sein du couple, on est les seuls à faire quelque chose. Et que l'autre, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Je sais pas, il est au golf, ou il est au spa, je sais pas. Comment ça marche une complémentarité au sein du couple? Une complémentarité au sein du couple, c'est quoi? À chaque fois que je fais un acte pour le couple, je vais travailler, je m'occupe des enfants, etc., il faut toujours que j'ai dans la tête qu'au même moment, l'autre, il est aussi en train de faire quelque chose qui me permet de faire ce que je suis en train de faire. Par exemple, tu peux pas aller travailler, tu peux pas aller au travail, tu peux pas aller travailler si au même moment ta femme, elle fait pas les bains des enfants. Tu comprends? C'est-à-dire que si demain ta femme, elle prend pas le bain des enfants, tu pourras pas aller travailler. Tu vas devoir venir à 17h pour prendre le bain des enfants. Donc tu ne peux travailler le soir que parce qu'elle, elle est en train de prendre le bain des enfants. D'accord? Et elle, dans ces moments à elle, elle pourra faire des choses que parce qu'elle sait que toi, tu fais ça, ça, ça et ça de l'autre côté. Donc ça, en fait, c'est quoi? C'est savoir quel est le rôle de chacun. Que chacun, en fait, il a un rôle. Mais si maintenant, toi, tu dis, ouais, moi j'ai fait ci, et moi j'ai fait ça, et moi j'ai fait comme ci, et moi j'ai fait comme ça, et toi tu fais rien. Comment ça, tu fais rien? Mais toi, tu peux pas faire ce que tu fais si moi je le fais pas, de mon côté, mon rôle à moi. Donc en fait, c'est quoi le couple? C'est accepter l'idée qu'on n'est pas des fois tout le temps ensemble, mais que chacun fait quelque chose de son côté qui est nécessaire à l'autre. L'autre en a réellement besoin. C'est ça les lignes de l'eau et de la farine. Vous mettez de l'eau tout seul, ben c'est de l'eau, ça rigole, c'est bien, c'est de l'eau, mais c'est rien du tout. Et la farine de tout seul, ben c'est de la farine. Alors il y a une caractéristique que disent les Chazal, à la différence qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est qu'on nous dit que la femme, elle est comparée à l'eau, et l'homme, il est comparé à la farine. D'accord? Kemar, c'est l'homme, et Maïm, c'est la femme. Voilà. Alors, ils me disent qu'en réalité, la femme, elle est potable à elle-même, en elle-même, toute seule. Maintenant, vous avez essayé de prendre une cuillère de farine. Cuillère de farine, comme ça. Hein? C'est crisate, quoi, direct. Ok? Donc, tu peux pas. C'est-à-dire que la farine toute seule, piette, elle vaut rien. Mais de l'eau tout seul, oui. C'est pas extraordinaire, mais c'est de l'eau. Tu peux consommer tout seul. Donc, ce qui veut dire que l'homme, il doit réaliser que quoi? Il a plus besoin de la femme, ou la femme, elle a plus besoin de l'homme? Bah ouais. Pourquoi? Parce qu'on voit que la farine tout seul, ben en fait, elle vaut rien. Mais l'eau toute seule, elle peut se suffire à elle-même. C'est pour ça qu'on va dire que quoi? Que l'homme, il a un chiyuv de se marier, mais pas la femme. D'accord? C'est-à-dire que l'homme, il va avoir besoin de cette eau-là, en réalité, pourquoi? Pour vivre. Cette eau-là, c'est ce qui va lui permettre justement d'avancer dans la vie. C'est ça le propre de Pessah. Pessah, c'est de réaliser en réalité, qu'est-ce que je n'ai pas? Quel est mon manque? Où est-ce que j'ai flanché? Mais si j'arrive maintenant pendant Pessah en me disant, non, comme on l'a dit au début, moi tout va bien, moi je suis très bien, moi ce que je suis c'est parfait, comme j'étais l'année dernière, comme je serai l'année prochaine, tout de la même manière. Tout de la même manière. Chaque année en fait, tu fais quoi? Tu fais que descendre. Chaque année tu perds un niveau. Chaque année mais tu t'en rends pas compte en réalité. Mais Chachamim me dit, si tu n'as pas une remise en question avant chaque Pessah, ça veut dire que tu crois en réalité que tu es au même niveau.
que tu es bien, que tu n'as rien à changer. C'est pour ça qu'on va lui dire à chaque fois avant Pessah, refais une bdika, refais un bitoul, refais un bio. Ah ouais, d'accord, combien je vais faire? Combien je vais faire? Rachamim, vous avez bien compris en réalité, la Torah elle n'a jamais parlé de bdika, elle n'a jamais parlé de bitoul. Rachamim, ils ont rajouté tout ça. La Torah elle a dit, tâche plus ton hametz, enlève ton hametz, brûle-le, c'est terminé, c'est stam. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Qu'est-ce qu'ils ont cherché avec bdika? C'est quoi ça bdika? Pourquoi tu peux chercher, machin, etc. C'est quoi ça? Vous avez bien compris en réalité qu'on n'est pas en train de chercher les miettes de pain qu'il y a cachées dans les vêtements, ok? On fait ça depuis 2 semaines, il y a fort à parier qu'on ne trouvera rien chez personne le soir du 14 Nissan ou du 15 Nissan, ou alors même si on trouve, c'est parce que la personne a oublié ou pas fait exprès, mais on est tous d'accord qu'on va tous le faire ça. Et limite, c'est le travail le plus facile à faire à Pessah. Vérifier les poches d'un manteau ou vérifier les cartables d'un enfant, c'est peut-être fastidieux, mais c'est facile à faire. Donc c'est pas ça que les Chachamim ils ont cherché là-bas. Chachamim ils ont parlé du mdika personnel, une mdika à toi. C'est un cheshbon en fait. Pessah c'est le moment du cheshbon, c'est la première fête de l'année. Tu vas t'asseoir au seder, il faut que tu te demandes à un moment donné, qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je vais vouloir pour l'année qui va arriver? Qu'est-ce que je veux pour ma femme? Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Qu'est-ce que je veux dans mon travail? Qu'est-ce que je veux dans ma vie personnelle? Moi, Ben Adam, moi avant tout, qu'est-ce que je vais vouloir créer à partir de ça? Alors si c'est tout va bien, je suis bien et je vais rester comme ça, mais c'est fini en fait, le Seder tu peux l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura jamais de Ke'ilu Yatzam et Mitzrayim. Pourquoi? Parce que pour accepter de sortir d'Égypte, il faut accepter l'idée que quoi? Que tu étais en Égypte. Or si tu te prends l'idée que en réalité tu étais déjà sorti d'Égypte, que tout va bien, alors en fait tu sortiras jamais d'Égypte. Donc il faut déjà se mettre dans l'idée, donc c'est quoi? Ke'ilu Yatzam et Mitzrayim. C'est déjà se mettre dans l'idée que quoi? Que tu es enfermé en fait, que tu as déjà des problèmes. D'accord? Avant de réaliser que tu veux une solution, il faut déjà réaliser qu'il y a un matzav qui va pas. Mais si tu me dis, ah non, tout va bien. Ah mais tout va bien, tout va très très bien. Pourquoi tu vas au Seder de Pessah alors? Parce que le Seder de Pessah, c'est une chéroute, c'est une liberté. C'est pour se sentir libre. Mais tu peux pas être libre si tu n'étais pas emprisonné. Vous comprenez? Tu viens chercher quelqu'un chez lui un dimanche matin, tu le tapes à la maison, tu lui dis, ça y est, tu es libéré. Ouais, de quoi? Je suis chez moi, tout va bien. Par contre, tu viens chercher quelqu'un qui est en prison, tu viens dans sa cellule, un dimanche matin, tu es libéré, il comprend. Ah oui, j'étais enfermé, maintenant je vais me libérer. Mais si tu n'as pas l'impression d'être enfermé, tu n'as pas l'impression d'avoir des barrières autour de toi, alors en fait, tu vas te libérer de rien du tout. Donc la première idée en réalité avant Pessah, c'est déjà de réaliser sur quoi il faut que je travaille. Et ça, le problème, c'est que ça se fait pas le 14 au soir, le 15 au soir. Ça va pas se faire dans 5 jours. Ça se fait quand ça? C'est maintenant en fait qu'il faut réfléchir. C'est plusieurs jours avant. Qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce que je fais pas? Où est-ce qu'il faut que je m'arrange? Qu'est-ce qu'il faut que j'évolue? Quels sont mes objectifs pour l'année qui va arriver, etc. Que j'arrive au soir du Seder avec tout ça dans la tête et que j'expose tout ça. C'est ça mon Seder de Pessah en fait. C'est ça que je vais mettre dans la Haggadah, c'est ça que je vais mettre dans les matzot, c'est ça que je vais mettre dans le maror, correct. Sinon c'est quoi? Sur Sarakol, c'est que des remazim. Allez, demain la matzah, après demain le maror, et après le machin, et là je tremble, et là je suis accoudé, et là j'ai bien fait accoudé, j'ai pas bien fait accoudé. On s'en fout en réalité. D'accord? Vous avez compris que c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, il n'est pas de savoir est-ce que tu t'es bien accoudé, pas bien accoudé, 45 degrés, 42 degrés, non, fais voir, je prends une règle, etc. Attends, j'avais pas le cousin. C'est bon, on a compris, tu vas t'accouder comme tout le monde, etc. Kol hakavod, c'est très bien. Tout le monde aura du maror à table, tout le monde aura des matzot shmurot, tout le monde va bien, ça c'est facile. Tout le monde va très bien le faire. Mais la hashkafa de Pessah, elle est où? Il n'y a pas. Donc tu vas faire bien toutes les halachot, mais au sortir de Pessah, tu vas dire rien. Il n'y a rien qui est passé. La fête, elle est passée. La fête, elle est passée. Mais moi, en réalité, il n'y a rien derrière. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, ça dénote un état d'esprit. Ça dénote un état d'esprit. Ça veut dire qu'il faut avoir absolument conscience qu'il y a un état d'esprit à avoir en arrivant au Seder. Et ça, c'est condition, mais même pas sine qua non. C'est une condition... comment on dit, nécessaire, obligatoire, tout ce que vous voulez, tous les mots que vous voulez. Parce que s'il n'y a pas ça, le Seder, vous pouvez l'annuler dès maintenant. Battel, vous pouvez battel le Seder si vous voulez. La première chose qu'il faut comprendre avant d'arriver au Seder, c'est qu'il faut se mettre dans la tête qu'on a l'interdiction d'arriver au Seder fatigué. D'accord? On a l'interdiction de s'asseoir à la table du Seder avec un état d'esprit épuisé. Jeune comme ça. Parce qu'on a fait du ménage avant, parce qu'on a s'occupé des enfants, et parce que la journée de veille de Pessah, elle est très dure.
il y a beaucoup de choses à faire. 9h du matin, on nous met la pression. Et je vous ai dit la dernière fois pour les hommes, il y a beaucoup de textes à lire. Et il faut s'occuper des enfants parce qu'il n'y a pas école. Ils sont là dans les pattes. Et madame, elle s'énerve un petit peu parce qu'il manque ci, il manque ça, et nanana. Et il y a les repas à faire. Et on reçoit du monde. Et des fois, on va chez les gens. Et puis faire les courses. Et puis il faut les trucs de dernière minute. Et il y a du lahat comme ça. Et que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Après, il me dit, c'est Alpi Elef par rapport à Erev Shabbat. D'accord? Erev Shabbat, on le dit, le Satan, il est là. Dans toutes les familles, il essaie de tout faire exploser. D'accord? Erev Pessah, il attend. Pour envoyer bien le champignon, et il fait éclater toute la marmite. Le problème, c'est qu'on met tellement d'efforts, en plus, c'est qu'il y avait la bdika la veille, et on s'est pris la tête et tout ça, on peut, malheureusement, arriver au Seder de Pessah, comment? Voilà, ça y est. Enfin, je peux me reposer. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on a la perspective de la soirée qui arrive, on sait très bien qu'on va pas se reposer. Pourquoi? 2 heures de Haggadah, et les trucs, et on va manger à 22h30, etc. On voit cette perspective-là, et elle nous fracasse encore plus. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais savoir c'était quel soir. Ouais, Pessah, c'est Shabbat, ça tombe Shabbat, ça. D'accord? Et même, je veux dire, allez, même ceux qui ont décidé de partir en voyage, d'accord? Ils ont décidé de partir en voyage, ils vont en vacances, etc., en club, etc. Tu vas me dire quoi? Ils vont arriver, le voyage, les valises à faire, hein, l'installation, etc. Ça aussi c'est de la fatigue, hein? Voilà, ça aussi c'est de la fatigue. Et tu arrives au Seder de Pessah, d'accord, tu as attendu ça toute l'année, et tu as un état comment? Fatigué. Qu'est-ce qu'ils voient les enfants? Qu'est-ce qu'ils voient les gens autour de toi? C'est ça le Seder de Pessah? Comment il faut être alors au jour du Seder de Pessah? Comme je l'ai dit avant, il faut être libre. C'est quoi un homme libre? C'est un homme heureux, relâché, joyeux, détendu. C'est quoi détendu? Il n'y a rien qui peut m'atteindre. Il ne faut pas s'énerver. Il y a un soir, il ne faut pas s'énerver. C'est le soir de Pessah. Il faut tout laisser couler. Il ne faut pas être comme ça avec une akpada parce que l'enfant il s'est levé de la table, parce qu'il s'est rassis, et parce que... Tu arriveras pas au bout du Seder si au bout de 5 minutes déjà tu t'excites parce que... Écoutez-moi, hein, c'est le kidouche là, oh! Non, ça marche pas comme ça. Il faut laisser. Il faut ouvrir les vannes. Il faut pas être comme ça avec la clé... avec la clé serrée. C'est-à-dire quoi? Sans stress, pas de mauvaise humeur, complètement relaxé. Maintenant, il y a une deuxième chose qu'il faut comprendre. C'est qu'il n'existe pas de Seder de Pessah parfait. D'accord? Ça n'existe pas. Alors si on cherche la perfection de moi j'ai lu dans les livres du Chazonish qu'il fallait 8,14, hein, t'as pris 8,13, c'est pas bon, et tu casses les pieds à tout le monde, et prends le verre comme ci, et le verre comme ça, non, tu dois recommencer à t'accouder, non, tu t'es mal accoudé, non, refais accouder, non, le verre comme ça, le maror comme ça. Il n'y a pas de Seder parfait, d'accord? On s'imagine tous, le problème c'est quoi? C'est qu'on a tous un modèle avant Pessah, voilà comment va se passer le Seder. Mais il se passe jamais comme ça. T'as compris? Jamais il va se passer. Ça n'existe pas. Voilà. C'est quoi l'idée? Toi, t'as une idée comme ça. Toi, t'as une idée. On va arriver à table. Ma femme sera là. Les enfants autour de la table. Chacun bien habillé. D'accord? Chacun sa petite agada dans les mains. On s'imagine comme ça. Avant Pessah. C'est ça le problème. C'est qu'on se fait un idéal. Vous savez, comme la petite fille qui imagine son mariage, elle arrive le soir du mariage, son mariage, et en fait tout part en cacahuète. D'accord? Elle a une rasa. D'accord? C'est un peu pareil. Donc tu t'es imaginé tout un truc, tout un sipour, toute une histoire. En fait, tu t'es fait un film. Et tu crois que quoi? Qu'on va commencer la Haggadah et que tout le monde va écouter religieusement papa dire Alahmania, et personne va parler pendant 2 heures. Il est 21h. Tout le monde va attendre sagement 22h30, sans demander un verre d'eau, sans avoir faim, sans vouloir aller aux toilettes au moment ultime où on va faire les mains. Papa, il va aller aux toilettes. Non, ça n'existe pas, ça, chez personne. Les enfants, ils se lèvent pas pour aller aux toilettes en plein milieu du Seder. Non, ça n'existe pas. La table, elle est propre. Jusqu'à la fin du Seder, elle est belle. La nappe, elle est bien blanche. Il n'y a pas un enfant qui a renversé un truc sur la table. Tout est symétrique. D'accord? Tout est bien cadré. D'accord? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui dépasse. Et le problème, c'est quoi? C'est que comme on s'imagine un Seder comme ça, on s'assoit à la table du Seder, on veut commencer le kidouche maintenant. D'accord? On s'est fait un film. Alors on a dit à tout le monde, voilà, le kidouche, il va commencer les enfants, on va énoncer les 15 étapes du Seder. C'est bien, il faut énoncer les 15 étapes du Seder au départ. Tu commences à parler juste, c'est le départ, il est 21h02, d'accord? Tu as voulu commencer. Allez, je vous commence. Kadesh, non mais vous m'écoutez pas en fait, non mais il faut m'écouter là. C'est mort déjà, c'est au bout de 30 secondes déjà ton truc il est foiré. Et le problème c'est quoi? C'est que tu vas essayer de te battre toute la soirée contre quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Je vous le dis, chez personne ça n'existe.
Ça n'existe pas, c'est-à-dire, il ne faut pas regarder les bandes dessinées et les films, etc., où tu vois une table comme ça, parfaite, d'accord, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas une tête qui bouge. Ça n'existe pas. Les enfants, c'est quoi? Les enfants, ils sautent sur la table, ils vont sauter sur les canapés, ils vont se lever 14 fois en 12 minutes, d'accord? En plein milieu de Manishtana, tu dis, allez, vas-y, fais-moi Manishtana. En fait, j'ai faim, j'en ai marre de Manishtana. Genre, je veux juste manger. Non, mais tu me fais Manishtana? Non, mais en fait, je veux juste manger, je veux un verre d'eau, je veux un coca, je veux machin, etc. Non, mais d'abord, tu fais... Non, tu comprends, ça marche pas comme ça. Alors, quelle est l'idée? L'idée, c'est quoi? Relax. Si tu arrives stress, si tu arrives angoissé, avec des idées préconçues, c'est mort, en fait. Ton CDR, il est fichu. Dès le départ, je vous le dis, moi, il est fichu. Il faut déjà se mettre dans l'idée que quoi? Que le CDR, ça va être quoi? Un balagan complet. Voilà. Et vous savez comment je vais vous le prouver, ça? Alors, c'est très simple. On nous dit, on arrive le soir du Seder de Pessah. Comment on l'appelle? On l'appelle un Seder. C'est quoi un Seder? Seder, c'est tout est ordonné. Seder, ça veut dire ordre. D'accord? C'est un Seder. On nous dit, on va vous faire un Seder. D'ailleurs, on a copié les mots Seder de Toubishvat, Seder de Rosh Hashanah, ça n'existe pas là-bas. Il n'y a pas de Sedarim. D'accord? Le seul mot Seder qui existe, c'est le soir de Pessah. D'accord? Donc c'est quoi un Seder? C'est tout est cadré, tout est ordonné. Et le Baal Haggadah, il a dit quoi? Bah, dans le Seder bien ordonné, tu vas tout faire comment? À l'envers. Voilà. Les entrées d'abord, après t'enlèves le plateau. Et qu'est-ce qu'on nous dit de faire pendant le Seder de Pessah? Fais tout ce qu'il faut pour faire quoi? Tout le contraire de ce que tu as l'habitude de faire. Et c'est ça, Manishtana. Pourquoi on tremble et on trempe pas? Pourquoi on se lave pas les mains? Pourquoi on fait ci et pas ça? Pourquoi d'habitude on fait ci et maintenant on fait comme ça? En fait, t'es en train de dire quoi? Qu'en fait, tout ce qu'on va faire ce soir, en fait, c'est quoi? Ben, c'est tout le contraire de la normalité. Mais pourquoi tu l'as appelé un Seder alors? Fallait l'appeler un Balagan. Balagan de Pessah. Fallait l'appeler comme ça. Pourquoi tu l'appelles Seder? Hamim disent parce que c'est ça le juif. Le Seder du juif, c'est ça. C'est de comprendre en réalité qu'il n'y a pas de Seder parfait. Il n'y a pas de perfection. Ça n'existe pas. Et le problème qu'on a toute l'année dans nos familles, et dans les couples, avec les enfants, etc., c'est qu'on est en recherche permanente de la perfection. Et on impose cette perfection aux autres, qu'on s'impose même pas à soi-même. D'accord? Que nous, alors avec nous, c'est bien. On arrive à... Hein, on arrondit les angles. Bon, j'ai pas fait comme ça, mais c'est pas grave. Pas grave, c'est que moi, ça va. Par contre, l'autre, t'as pas mis le verre au bon endroit, ça marche pas. Le verre, il était là, il fallait le mettre comme ça. La serviette, tu l'as posée ici, il fallait la poser comme ça. Toute cette akpada, en réalité, qu'on a à la maison, on la voit chez les hommes le soir de Pessah. Tu vas être comme ça avec tes enfants, toute l'année. Tu vas jamais supporter. Je t'avais dit ça déjà une fois. Rav Wolbe, il a dit dans son livre, Shabbat, le vendredi soir, il a dit comme ça. Il a dit, c'est utopique d'espérer qu'un enfant soit calme pendant le kidouche de vendredi soir. Utopique. Voilà, vas-y, rêve jusqu'à demain matin. Pourquoi? Il explique là-bas, au niveau Rouhani, c'est que l'enfant, ce soir-là, il reçoit Neshama Yetera, il reçoit comme nous, une Neshama supplémentaire. Seulement, lui, il fait 40 cm, d'accord? Le gosse. Il reçoit Neshama Yetera, qui a une puissance atomique, comme la Neshama qu'il a à l'intérieur. Il a du mal à faire quoi? Il a du mal à faire la combinaison des deux. Il met du temps à faire la combinaison des deux. Donc, quand elle arrive vendredi soir, cette deuxième Neshama, comment il est, lui? Une pile électrique. C'est une pile en fusion. Donc il va sauter sur les canapés, il saute de la table, il vient, il truc, il renverse, etc. Pourquoi? Parce qu'il gère pas en fait. Il gère pas les deux Neshamot qu'il y a à l'intérieur. Et toi t'es là, tu l'attrapes, et tu l'assois, et tu vas t'asseoir, et tu vas t'arrêter, et tu vas dire, mais il peut pas en fait. Tu comprends que c'est utopique. Tu es en train de te battre contre deux Neshamot là. Tu arriveras pas. Alors enfin qu'est-ce que tu vas faire au final? Tu vas le brimer, tu vas le détruire. Parce que lui il comprend pas, qu'est-ce que tu me reproches? Il se rend même pas compte en fait qu'il est différent. Il se rend même pas compte parce que pour lui c'est quoi? C'est Chayut, c'est sa vie en fait. Sa vie est devenue comme ça. Il se rend pas compte. Et c'est pour ça qu'on a tous, d'ailleurs, le samedi soir, un petit down, d'accord? On le sent tous, ça c'est normal, parce qu'on a une Neshama qui s'en va à ce moment-là. On a tous un petit contre-coup, et les enfants, pareil. Bon, après, ils repartent, d'accord? Ils n'ont pas besoin de Neshama Yetera pour ça. Mais c'est ça. Donc la deuxième chose à savoir, qui est très, très, très importante, que le Seder parfait, ça n'existe pas. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée avec Rav Yitzhak Hutner. Rav Yitzhak Hutner, c'était le Rosh Yeshiva d'une grande yeshiva à Brooklyn. Lui était polonais de base, qui est mort dans les années 80, 1980 à peu près aux États-Unis. C'est un très très grand Rosh Yeshiva, je crois qu'elle s'appelait Chaim Berlin, elle s'appelait la yeshiva, à Brooklyn. D'accord? Très très grand Rosh Yeshiva, très très grand Talmid Chacham. Et il avait l'habitude, Rav Yitzhak Hutner, le soir de Pessah, d'inviter des élèves de sa yeshiva qui étaient sans famille, qui n'avaient pas leurs parents aux États-Unis, etc. Il les invitait à la maison, il passait le seder avec le Rav à la maison. D'accord? Des fois, il y avait 2, 3, des fois, il y avait 5, des fois, il y avait 10, peu importe. D'accord? Il les invitait à sa table. Mais quand il invitait ses élèves le soir du seder,
à la maison, il avait l'habitude, pour pas les laisser un petit peu comme ça en retrait, chacun, il lui astreignait une tâche. Il dit, voilà, toi, tu vas t'occuper d'aller choisir bien les matzot pendant la semaine, etc., la famille. Toi, tu vas t'occuper du vin. Toi, tu vas t'occuper du maror. Toi, il leur donnait chacun comme ça une tâche. Comme ça, ils arrivaient chacun avec une petite... voilà, j'ai fait quelque chose pour le rave, etc. J'ai fait un petit truc... j'ai fait une particularité, etc. D'accord? Donc, j'ai fait une... Donc quoi? Donc il a laissé une tâche. Maintenant, un des élèves, il va avoir quoi? Il lui donne la tâche du vin. Voilà, tu vas me choisir le meilleur vin, Mevouchal, pas Mechila, non Mevouchal, Yahin Adom, du bon vin rouge, le truc, le meilleur, magnifique, très bien. Donc l'élève, il fait tout ça bien, il va dans les meilleurs vendeurs de vin, etc. Il arrive avec tout ce qu'il faut, truc, il prépare tout est bien à la maison, nickel, etc. Il est super content de lui. Bon, maintenant arrive le moment le plus important pour lui, c'est quoi? C'est que il va falloir servir le premier verre de vin. Ça arrive, on arrive, kidouche, on va passer au kidouche, donc il va servir le premier verre de vin. Alors il ouvre la bouteille, etc. Et il y a le beau verre du rave comme ça devant lui. Et il vient pour servir le verre du vin, le verre de vin du rave. Maintenant, le rave, il était impressionnant. Vous le voyez, Rav Krasuna, vous avez des photos de lui sur un truc. Ça, posant, comme ça, c'est Rav Kanievski x10, d'accord? Et l'élève, il vient comme ça, il vient pour servir. Et l'histoire, elle dit qu'il était un peu... anxieux, quoi. Il était un peu stressé devant le rave comme ça, qui le regarde comme ça avec des yeux et tout. Il sert le vin, il sert. Qu'est-ce qui se passe? Il a paniqué, il lâche la bouteille. Il lui échappe des mains. Le verre, il se renverse. Il tombe sur la table. La table, elle est comme ça, fracassée. D'accord, du vin partout. Le verre, il tombe par terre. Et pire que ça, ça à la limite, ça va, c'est rien. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que toute la tunique du rave, qui était belle, bien blanche, d'accord, bien blanche comme ça, bien repassée par Madame Houtner, elle avait bien repassé la tunique, bien propre, bien belle, etc. Tache, comme ça, attachée de vin, de sang, de vin comme ça. Et lui, il est là comme ça. Et il dit, si je peux mourir maintenant, c'est bien. Hein, je pense que c'est le bon moment. Voilà. Et tout le monde attend. Qu'est-ce qu'il va faire avec votre Koutner? Alors évidemment c'est un rave, on sait très bien qu'il va pas lui. Mais qu'est-ce qu'il va lui, comment il va réagir? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire dans ce moment-là? Parce que la question elle est comme ça. Parce que la question elle est comme ça. Elle est ça. Hein, je vous le dis maintenant. Ça va tous nous arriver. D'accord? Il y en a toujours un à table qui va faire une boulette. D'accord? Ça peut être ta femme, ça peut être un enfant, ça peut être ton copain, ton voisin, etc. Qui va faire un truc. Alors c'est pas forcément là, mais qui va faire un truc qui va t'énerver. Voilà, il va te mettre le truc à l'envers, il va te tordre le truc. Maintenant là, le Seder, il a même pas commencé, il lui a fracassé la table. D'accord? Il a fracassé la table. Je sais même pas s'il n'y avait pas dans le plateau, etc. Une catastrophe. Et Rav Yitzhak Houtner, il l'a regardé, il a dit magnifique, Metsuyan. Il a dit maintenant Arshav. Il dit maintenant, le Seder, il peut commencer. Maintenant, il peut commencer le Seder. Pourquoi? Et il leur a dit comme ça, Seder. Il leur a dit écoutez, je vais vous expliquer un truc. Les synagogues, elles sont truffées de livres, de tfilotes, des livres de sidourim, de prières. D'accord? Il y a plein de livres. Maintenant, quels sont les livres de prières qui sont les plus appréciés par Hachem? Comme ça, il leur a demandé. Bon, je sais pas. Ceux du Shmatzliar? Non, je rigole. C'est lesquels? Hein? Ceux qui sont abîmés par quoi? Par la prière. Comment? Les larmes. Les larmes. Voilà, comme ça il dit Rav Yitzhak Houtner. Il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il n'aime que les livres dont les pages sont un petit peu abîmées, parce qu'il y a des gens qui ont ouvert ces livres-là et qui ont versé des larmes sur ces livres. Maintenant, à côté de ça, il y avait des livres tout propres, tout beaux, tout bien, nickel. Hein, personne n'a jamais... Tu ouvres le livre, il est tout neuf, etc. Magnifique. Tu préfères prendre quel livre? Toi, quand tu viens à la choule, tu vas préférer prendre quel livre? Quand tu vois un livre tout déchiré et un livre tout neuf, automatiquement, tu vas te diriger vers le tout beau. D'ailleurs, tu regardes bien d'abord avant de le prendre dans la petite bibliothèque. Celui qui a bien la petite plastique, le petit truc qui dépasse comme ça. Hein, tu regardes un peu les pages si elles sont pas... il est bien celui-là, je vais prendre celui-là. Il faut que tu saches que ça, c'est le livre qu'Hachem, il aime pas. Hachem, il aime ce livre-là. Lequel? Celui qui est abîmé. Pourquoi? Parce que celui-là, il a été utilisé par des gens. Il y a des gens qui sont passés dessus. Ils ont prié dedans. Ils ont versé des larmes dans ce livre. Et ces pages-là, elles ont une histoire, elles ont une vie à l'intérieur. Quand ça ne dépasse pas, quand c'est trop carré, quand c'est tout comme ça, Hachamim ils disent, c'est pas juif. Voilà. C'est pas juif.
C'est quoi les juifs? Eh bien ça dépasse. Hein, un peu comme ça, un peu comme ci, un peu comme ça, etc. Rav Yisraël Koder, il a dit, tant que le Seder, je le voyais comme ça, tout blanc, tout propre, tout beau, etc. Je me suis dit, il manque quelque chose. J'étais en train de me dire, il manque quelque chose, il y a un truc qui va pas, tout est trop carré. Tu m'as mis exactement ce qu'il fallait. Il fallait en réalité qu'il y ait ça sur la table pour que le Seder puisse commencer. Et ma tunique comme ça, c'est ça une tunique de Pessah. Parce que si tu termines le Seder de Pessah, tout propre, tout beau, le nœud papillon il a pas bougé, nickel, etc. Tu t'es pas mis une petite tache de rien du tout, nulle part. Alors qu'est-ce que t'as fait alors? C'est ça Seder de Pessah? Non, Seder de Pessah, on se retrousse tous les manches, et on se fatigue, et on se salit un petit peu, et on va faire avec celui-là, etc. Et c'est pas grave, un truc de vin ici, un truc de vin là-bas, un peu d'eau ici, un peu d'eau comme ça. Non, il y a qui mettent des costumes. Le Seder de Pessah, on dirait le costume il a coûté $5000, d'accord? Et on lui a mis une petite goutte d'eau. Ah, mon costume, tu me l'as abîmé. Ben, garde ton costume alors. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? T'es venu ici pour montrer que t'as un costume, on s'en fout en réalité de tout ça. Tout ça c'est du dimion, tout ça c'est de l'imaginaire. Donc en fait on s'invente quelque chose, le soir de Pessah, qui n'existe pas. Et on essaie de trouver une manière de vivre le Seder qui n'est pas la bonne. Parce qu'en plus le message après qu'on va transmettre aux gens qui sont autour de nous, parce qu'on a un devoir, on a un devoir de transmission. Et ça c'est la troisième chose qu'il faut comprendre. C'est quoi? C'est que on nous dit qu'il va falloir parler. Veigata les bimra. Alors il va falloir commencer à parler. Alors, c'est quoi parler en fait? Qu'est-ce que ça signifie parler avec ses enfants? Alors, quand je dis parler avec ses enfants, c'est parler avec des enfants, c'est pas forcément les tiens. Hein. Ça peut être, en tout cas, ceux qui vont être à table avec toi. Ça peut être un papy avec ses petits-enfants. Ça peut être un papa avec ses enfants. Ça peut être un monsieur avec ses neveux. Ça peut être n'importe quoi. Mais il y a des enfants à table. Il faut leur transmettre quelque chose. Il faut leur dire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu vas leur dire? C'est quoi l'enjeu en réalité de Veigata libinra? Chachamim, ils disent que il faut que tu comprennes que ce soir-là, c'est la transmission à ces enfants-là de l'événement le plus fondateur de ton histoire. Tu vas leur raconter en réalité comment on a été créé. Avant cette histoire-là, il n'y a pas de peuple juif qui existe. Il y a des bédouins dans un désert, qui sont dans des cabanes, et on n'existe pas. On a été créé par cet événement-là. Donc il y a une transmission essentielle à faire à ces enfants, et il faut réfléchir. Comment on réfléchit à ça? La question, elle est comme ça. Si jamais tu avais une lettre à rédiger à ton fils, ou à ton enfant, ou à quelqu'un, ou à un enfant, et dedans tu veux mettre dans cette lettre le message le plus essentiel dans sa vie, qu'il va falloir qu'il garde au plus profond de lui pendant des années, et pour toi tu estimes que c'est le message essentiel de la vie de quelqu'un, de la vie d'un juif, de la vie d'un homme, etc. Qu'est-ce que tu écrirais dans cette lettre? Pose-toi un petit peu avant Pessah, et tu dirais, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre dans 2 jours, dans 3 jours, le lendemain, etc., à mon enfant? Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Est-ce que je suis capable d'écrire ces mots-là? Chachamim, c'est avant qu'il faut y penser. Pas le soir du Seder. On me dit, Veigata libinra, bon bah j'attends le 15, tranquille, j'arrive le 15. Alors mon fils, j'ai rien préparé en réalité. Je sais pas ce que je vais lui dire, je sais pas ce que je vais lui expliquer. Mais ça se prépare avant en fait. Quel est le message que tu veux transmettre? C'est le moment où le peuple juif, il reprend vie chaque année. On dit, etc. Chaque année, on revient à quoi? Chaque année, on revient à une idée de... On recrée le peuple, on recrée l'homme. Maintenant, c'est quoi l'homme? Il faut apprendre à son enfant, c'est quoi un être humain, tout simplement, avec du derech eretz. On va lui apprendre des valeurs. C'est quoi un être humain en tant que juif? Qu'est-ce que la Torah, nous, elle nous enseigne? Mais toutes ces choses-là, il faut y réfléchir encore une fois. Il faut y réfléchir avant. Il faut s'en préoccuper avant. La seule question qui doit me trotter dans la tête là, pendant les 3-4 jours qui restent, qu'est-ce que je vais raconter à mon fils dans 3 jours? Qu'est-ce que je vais lui dire? Avant, quel matzah je vais choisir, quelle salade je vais prendre, et quel repas on va prendre, et quelle viande on va acheter. On s'en fout de ça. Tu comprends ça? Le soir du Seder, il y a un enjeu qui est beaucoup plus fort, qui va beaucoup plus loin, de savoir si tu as choisi la bonne matzah, la bonne mesure de matzah, la bonne quantité. Ça n'a rien à voir. Ça va dépasser tout, en fait. Il faut savoir que la majorité des problèmes de Emouna d'une personne, dans sa vie après d'adulte, elles se sont faites à cause des Sédarim de Pessah. C'est-à-dire que la majorité de la Emouna d'un enfant, d'une personne, elle se crée pendant qu'il est enfant, le soir du Seder. Pas le jour 2 ou le jour 3 de Pessah, pas pendant la semaine de Pessah. Le soir du Seder. Donc en fait, il va falloir que tu comprennes ta responsabilité ce soir-là. Si ton idée c'est de passer vite à Shulchan horaire, parce que tout le monde a faim, et parce qu'il faut carburer, parce qu'il faut aller manger, mais en fait, t'as raté tout le Seder de Pessah. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il faut être ingénieux. Trouver comment tu vas raconter 1 heure de Haggadah à des enfants qui ont 5 ans, 6 ans, etc. Et de la manière dont il faut les amuser,
les intéresser, les faire participer, leur parler, les écouter, leur répondre à leurs questions. Il faut leur demander, tu as des questions? Pose-moi une question. Oublie Manishtana. Demande à un enfant. Explique-moi Manishtana. Il y en a un sur deux qui est capable d'expliquer. Je comprends pas, il a pris la chanson à l'école, etc. Mais dis-moi, au lieu de Manishtana, sans Manishtana, t'as des questions dans la vie? Je veux me poser. C'est maintenant qu'il faut me les poser. C'est ce soir. Je suis que avec toi. Je suis assis avec toi, je te parle avec toi. Non, il y a des gens qui préfèrent le Seder de Pessah. Alors, les enfants, madame, vous allez m'écouter, parce que j'ai préparé un beau Dvar Torah pour le soir de Pessah. Ah, papa, il va parler. D'accord? Alors, il y a une Gemara dans Nedarim. Là-bas, il y a Tosfot, il a une Kushia sur Rashba. T'es sérieux, là? C'est ça qu'on attend de toi, là, le soir de Pessah? On attend de toi que tu nous exposes tes connaissances à 2 balles et tes Gemarot que tu as étudiées, tes halachot, etc. On s'en fout, en fait. Tu comprends que là, on veut au niveau Tintin. On veut un niveau CP. On veut que tu reviennes à l'école primaire, que tu te mettes au niveau de tes enfants et que tu leur parles, en fait. Que tu discutes avec eux. Une communication réelle avec un enfant, c'est quoi? C'est pas leur parler d'un Tosfot ou d'un Rashba. C'est leur parler de eux, en fait. De leur vie à eux. De leurs peurs, de leurs angoisses, de leur joie, de leur peine. Qu'est-ce qui les motive dans la vie? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire dans la vie? Comment ils se sentent dans la Torah, comment ils se sentent dans les mitzvot. Est-ce qu'ils ont des questions existentielles sur le Shabbat, sur la Torah, sur le limoud, sur les mitzvot, sur n'importe quoi, sur la vie de tous les jours. Même si tu as envie de parler ce soir, je sais pas, le type il a une lubie, maintenant tu as parlé ça avec l'enfant et d'un coup il te sort un sujet aucun rapport maintenant. Ouais, c'est vrai, à l'école, je sais, etc. Ah bon? Mais tu rentres dans le sujet. Il a besoin de ça. C'est ce soir-là qu'il a besoin de réponses. Racham me dit c'est le soir des réponses. C'est le soir des questions de l'enfant. Et c'est le soir des réponses. C'est là où il faut lui apporter quelque chose où il va se dire ah ouais. Et ça, Racham me dit, il s'en rappellera toute sa vie. Des réponses que son père il lui a données le soir du Seder de Pessah. C'est fondateur en fait dans la vie d'un enfant. Donc on n'a pas le droit en réalité de passer à côté et de croire que c'est que des formalités, que le but c'est d'arriver rapidement, qu'il faut que tout le monde se taise, qu'il faut que tout le monde écoute, et maintenant on a tout bien fait, on a tout bien mangé, on passe au repas, allez, Nifta, là il a tort. Non, alors laisse tes Gemarot et laisse tes Rashba pour la fin du Seder, hein, après Khat Gadia, quand tout le monde ira dormir, d'accord? Tu pourras faire un beau Vert, un beau Dvar Torah, et tu vas me dire, il n'y aura plus personne, eh ben il n'y aura plus personne, ben, tu feras ton Dvar Torah tout seul à table, et il y aura Eliyahu Hanavi à table, t'inquiète pas, il sera là, bon Hachem, lui il n'est pas fatigué, lui jusqu'à 6h du matin, il est là, il écoutera ton beau Dvar Torah, il t'applaudira des 2 mains, et tu chanteras Shira Shirim avec lui, il n'y a aucun problème, d'accord? Mais laisse tout ça à la fin, d'accord? Un Seder réussi, c'est un Seder où tu vois des enfants qui sont joyeux, qui dorment pas à table, qui sont contents d'être là, qui sont heureux, qui ont plein de questions à poser. Alors Chachamim ils disent évidemment qu'il faut jouer avec ça. Ça veut dire qu'il faut trouver des astuces. Alors à l'époque, dans les livres à la Chod à l'époque, ils disaient il fallait leur donner des cacahuètes, des bonbons, etc. Ça les réveillait. Bon aujourd'hui, hein, on a passé le cap, d'accord? Mais on nous dit achète des petits jouets. À chaque étape du Seder, un petit cadeau, un petit jouet, etc. Ah, ça les laisse en éveil. Maintenant, c'est à toi aussi de faire vivre la Haggadah. Parce que la Haggadah, c'est pas Avadim, Ayenu, les pharaons, Bemitzraïm, Kol, Yirjin, c'est bon? Vous avez compris ce que ça veut dire? Non? Alors je traduis. Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Eh, t'es sérieux? C'est ça, le Seder de Pessah? Mais tu veux tuer tout le monde ou quoi? Pourquoi tu tortures la famille comme ça? Tu tortures les gens. Alors qu'est-ce que je dois faire? Mais prépare ton Seder déjà. Prépare-le ton Seder. Là, normalement, Chachamim ils disent pendant les 3 jours, il faut le lire la Haggadah. Il faut la lire 2, 3, 4 fois. C'est à nous de la lire. Pourquoi? Pour qu'elle soit mes soudards dans la tête. Elle soit bien organisée dans la tête. Que je connaisse déjà les traductions des paragraphes. Si personne n'a rien compris à table, ça ne sert à rien en fait. T'as rien lu. Ça sert à rien. Parce que sinon, vous savez, c'est quoi qu'il y a marqué dans la Torah? Il y a marqué, pour accomplir la mitzvah de Horaïta de Bigat al-Bincha, c'est tu t'assois et tu dis, mon fils, on était esclaves, on a été libérés. Voilà, ok, alors t'es yotze. Alors fais ça alors, si c'est ça qui t'arrange. Fais ça, c'est tout, voilà, tu fermes le livre et tu fais Shouchan Aruch. Ça suffit, la Haggadah, c'est rien que pour t'expliquer. Donc vous savez que quoi? Vous savez que, alors, Bigat al-Bincha, c'est une mitzvah de Horaïta. Je vous l'ai dit. Normalement, mitzvah de Horaïta, normalement, tu fais une bracha. On aurait dû faire une bracha avant. Pourquoi on n'a pas dit Baruch Ata Hashem, Asher Kideshem Tzavetzivanu, je sais pas moi, la guide est à Haggadah, la guide est à Tipo, c'est Tipo et Misraïm. Pourquoi on n'a pas dit ça? Pourquoi on n'a pas fait une bracha sur la Haggadah? Parce que Chachamim ils disent que comme il n'y a pas de fin à la mitzvah, parce qu'il y a marqué là-bas que quand la Messavias Misraïm a arrêté Meshubah, tout celui qui raconte la sortie d'Égypte sans s'arrêter, ben, il est Meshubah. En fait, il n'y a pas de fin. Chachamim disent qu'il ne peut pas y avoir une bracha sur un élément qui n'a pas de limite, sur un élément qui n'a pas de fin. Toutes les mitzvot que l'on fait, les brachot que l'on fait, sont des mitzvot sur lesquels il y a
il y a un début, il y a une fin. Tu fais Megillah Esther, tu lis la Megillah, tu termines la Megillah, bah, tu as fait une bracha au départ, parce qu'à un moment donné, bah, c'est la fin de la Megillah. Mais ici, en réalité, ça ne s'arrête pas. La Haggadah, c'est juste une trame, en réalité, qui nous a été donnée, mais en fait, il n'y a pas de fin. Par exemple, pour comparer ça, si vous voulez une autre mitzvot qui est dans le même état d'esprit, c'est... Non, c'est Kibud Avaim. Racham lui dit c'est quoi? Ou Tzedaka aussi, mais Kibud Avaim, c'est quoi? C'est que imagine ton père, il te dit, amène-moi un verre d'eau. Amène-moi un verre d'eau. Normalement, qu'est-ce que tu devrais faire? Baruch Ata Hashem, Loked Umelech Haolam, non, je sais pas, les chvot est un pipgili, d'honorer mon père, et voilà, j'amène le verre d'eau. Pourquoi je fais pas ça? Parce qu'en fait, la mise de Kibud Avaim, elle s'arrête jamais. Elle s'arrête jamais. Et puis, quand il m'a demandé le verre d'eau, peut-être tu l'as amené un demi-verre, peut-être il voulait 3/4, peut-être il voulait un verre entier, peut-être il voulait 2 verres, tu sais pas en fait. En fait, ça ne s'arrête pas. Et lui, il peut te demander quelque chose une seconde après, et puis une seconde après, et puis une seconde après, et ça s'arrête jamais. Donc, comme il n'y a pas d'arrêt dans la mitzvah, tu peux pas faire une bracha qui est au début. D'accord? Donc, la deuxième chose, c'est quoi? Donc, la chose essentielle qu'il y a, c'est quoi? C'est de comprendre que l'enjeu que l'on a avec les enfants, c'est de les accompagner. De les accompagner pendant tout le Seder de Pessah. Maintenant, faire vivre la Haggadah, ça veut dire, déjà, nous la comprendre, mais ça veut dire l'agrémenter. De quoi? Lève-toi pendant la Haggadah. Fais un jeu de rôle. Joue les artistes. Hein? Toute la journée, tu fais le mariole à la choule. Toute la journée, tu fais le... Tu sais faire ça. Tu sais faire ça avec les copains. Tu sais faire le blagueur. Tu sais faire le... Hein? Et les trucs à la... Mais t'arrives à la sortie du Seder, il faut que tout soit... propre et qui rien. Non, les enfants ils ont besoin de te voir ce soir-là, Dafka comme tu es là-bas, comme un clown. Il y en a qui, on vous raconte des histoires, c'est des vraies histoires. Il y en a qui racontent qu'ils venaient avec un bâton, ils venaient avec une cape, ils se prenaient pour Moshe, et au moment où on lit la traversée de la mer, ils faisaient comme la traversée de la mer. Et il y en a qui disent qu'il faut faire semblant qu'on a vu Eliyahu Hanavi et qu'on a vu David Améler, etc. Plein d'histoires, plein de types. On invente des choses. Vous avez le droit d'inventer ce soir-là tout ce que vous voulez, si ce n'est que réussir à ce que les enfants ils aient les yeux. Qu'est-ce qui lui arrive pas? Il est fou, quoi. Il a craqué. Pourquoi il fait ça? Ouais, c'est ça. Il faut faire des choses complètement bizarres pendant toute la durée de la Haggadah. Et l'enjeu qu'on a, et ça c'est le plus dur. Bon, il y en a qui sont des enfants très petits, évidemment, 4, 5 ans, comme ça. Mais les enfants qui commencent à avoir 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est quoi l'enjeu? C'est quoi le but ultime? C'est quoi notre objectif? Notre objectif, c'est qu'ils soient encore là, bien réveillés, et avec la voûte jusqu'à Hadgadia et Hadmiyodea, et qu'ils soient encore là avec nous à ce moment-là. Parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a réussi à le tenir, on a réussi à faire avancer le moteur, il ne s'est pas arrêté, et il est là avec Hitler Havut. Chachamim me disent, il ne peut pas avoir de la Hitler Havut, l'enfant, il ne peut pas avoir de la ferveur. Si toi, tu es un glaçon, c'est impossible. La transmission, elle se fait par rapport à ce que toi, tu es. D'accord? Si toi, tu es complètement à plat, eh ben lui, il sera à plat. C'est pour ça que je vous disais au début de Pessah, si toi, tu arrives fatigué, tout le monde sera fatigué à table. Si toi, tu arrives avec joie, avec ferveur, avec un beau sourire, eh ben tu vas transmettre ça à tout le monde. Tu vas transmettre ça aux enfants. Donc l'exemple, il est chez toi, en fait. Ne te plains pas si tu as raté ton Seder. Si tu as raté ton Seder, en réalité, c'est que toi, t'es raté, en fait. Voilà. C'est tout, voilà. Plutôt que Mashmaro. Ton Seder, il est raté, c'est toi qui es raté. Et arrête de jeter la faute sur les autres. Toi, t'as pas fait comme ci, et toi, t'as pas fait comme ça. Non, le problème, il est chez toi. On raconte comme ça une histoire du Chafetz Chaim. On dit un jour, le Chafetz Chaim, il est arrivé au mikvé. Et un jour de semaine comme ça, un matin, il est arrivé au mikvé. Il est voir le balan, comment ça s'appelle, le truc qui s'occupe du mikvé. Et il lui dit voilà, le mikvé, il est prêt. Il lui dit oui, c'est bon, vous pouvez y aller, etc. Et tout. Il va au mikvé, il rentre dedans, et il voit quoi? Glacé. Il n'est pas prêt du tout le mikvé. Alors il va voir le balan, il dit mais là, le mikvé il est glacé, il est froid, etc. Il n'est pas du tout prêt. Alors, il dit c'est bizarre. Pourtant j'ai pris l'eau de la, comment ça s'appelle, le truc où on récupère l'eau, de truc machin, etc. Là où il chauffe, etc. Et on l'a mis dedans. J'ai un fait spécial. Bon, Chafetz Chaim il va voir là où l'eau est récupérée. C'est un espèce de chaudron, etc. qui chauffait l'eau, etc. Il va voir, il le touche. Qu'est-ce qu'il est? Il est froid. Alors il dit au balan, il dit tu rigoles ou quoi? Si lui il est froid, tu prends de l'eau qui est froide et tu la mets dans le mikvé là-bas et tu veux qu'elle devienne chaude, forcément elle va être froide. Donc si l'origine elle est froide, la conséquence elle est froide. Chafetz Chaim il a dit voilà, ça c'est les parents et les enfants. Tu vois, t'es un chaudron froid et tu veux que tes enfants ils soient chauds, ça n'existe pas en fait. Tes enfants ils seront exactement à la même image que toi. Les gens qui sont autour de toi, ils seront exactement, tu vas transmettre exactement ce que tu es toi. Si toi, tu mets de la ferveur, tu mets du feu, tu mets de la hitlavou, tu mets véritablement tout ce qu'il y a à mettre le soir du Seder, alors tu vas transmettre ça sur les enfants. Eux aussi, ils vont être comme ça. Ce soir-là, Chachamim, ils disent qu'Akadosh Baruch Hu, il va descendre. Il descend, c'est marqué avec Palmalia, avec tout son palais. Il vient à la table du Seder.
il s'assoit avec nous à la table du Seder de Pessah. Pourquoi? Et il dit à ses anges, taisez-vous. Écoutez ce que mes enfants y racontent sur la sortie d'Égypte. Écoutez mes louanges. Comment Hachem il se délecte de ça. Il y a un Zohar dans Parashabo, il dit que si on réalise ça, si on réalise qu'Akadosh Baruch Hu, il est comme ça avec nous, et il écoute ce que ses enfants y racontent le soir du Seder de Pessah, le Zohar il dit comme ça, il dit cette soirée elle est tellement importante que cet homme-là, il méritera, comme ça il dit, il méritera une bénédiction blissof toute l'année. C'est ça l'enjeu. On cherche la bracha sans arrêt. La bracha. Elle est où la bracha? Elle est dans Pessah, la bracha. C'est le soir de Pessah, la bracha. Même la bracha matérielle, elle est dans Pessah. Pas que la bracha rouchani ou la bracha de l'éducation ou de Jambay. Même la bracha matérielle, elle est le soir de Pessah. D'où on le sait ça, que la bracha matérielle est le soir de Pessah? Alors on nous dit comme ça. On nous dit que c'est marqué dans la Mishnah, dans Psachim. On nous dit c'est quoi Pessah? C'est Nidon à la Tvoua. On fait le jugement des récoltes. C'est quoi les récoltes? C'est la Parnassa. Qu'est-ce qu'on juge à Pessah? À Pessah, on juge l'argent de l'homme. C'est pour ça qu'on dit que le Shabbat à Gadol, il est très important, parce que c'est le Shabbat qui précède Pessah, et on sait que le Shabbat, il est mévarer tout ce qu'il y a derrière. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut faire un bon Shabbat, parce que le Shabbat, il va être mévarer Pessah, qui va arriver. Pessah, c'est quoi? C'est Nidon à la Parnassa. D'accord? Ce qui va décider la Parnassa d'un homme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous dit que Yitzhak Avinu, quand il a voulu faire les brachot à Esav, quel soir il l'a appelé? On nous dit là-bas dans le Midrash. C'était le 15 Nissan, c'était le soir de Pessah. C'est pour ça qu'on nous dit là-bas qu'il a fait les 2 chevreaux, les 2 guidim, c'était les 2 Korban Pessah, Korban Hagiga, et il a appelé ce soir-là pour lui faire la bracha. Et quand on voit la bracha qu'il fait à Yaakov, quelle bracha il lui donne en réalité ce soir-là? D'accord? Viten lecha Elohim, bitar la shamim ushmina haaretz. C'est quoi ça? C'est bracha parnassa. C'est la rosée de la terre, la rosée du ciel, le gras de la terre, etc. C'est bracha matériel. Pourquoi il voulait faire la bracha d'Afka maintenant, Yitzhak? Parce que Yitzhak, il sait que ce soir-là, le 15 Nissan, c'est les portes de la Parnassa en réalité qui sont ouvertes, les portes de la Hashpa'a. Donc il faut que ce soir-là, on se concentre pour faire la bracha de la Parnassa. C'est ce que Yaakov il a reçu. Et donc, Hachem, ça a marché parce que Yaakov a été béni grâce à ça quand il a été chez Lavan, etc. Et qu'il a gagné beaucoup. Donc l'idée, c'est véritablement essentiel. Voilà. S'il y a bien à retenir, c'est d'arriver véritablement avec une préparation. Voilà. Le plus important, c'est de se préparer au Seder de Pessah, pas comme on le croit, en choisissant bien les matzot, etc. Ça, c'est facile. Mais se préparer psychologiquement, se préparer au niveau de l'état d'esprit. Et même ceux qui partent en vacances, et on va me dire, ben voilà, il y a moins de fatigue, ils ont moins fait la maison, ils ont moins fait le ménage. Et ben ils ont encore plus de responsabilités, ça veut dire. On les attend encore plus au tournant. Parce que celui, en plus, qui a rien fait chez lui, il n'a pas fait à manger, d'accord? Bon, il a voyagé un peu, mais il fait pas les repas, il reçoit personne, il arrive comme un prince, il arrive le soir du Seder de Pessah dans un club organisé, et il fait la tronche. Et j'ai qu'est-ce que tu veux? Alors là, c'est en dessous de tout ça. Tu peux pas arriver dans un état d'esprit pareil. L'état d'esprit essentiel le soir du Pessah, c'est quoi? C'est la simcha. Il faut absolument comprendre que c'est essentiel pour nos enfants, ce qu'on va leur transmettre, et c'est ce qui va les accompagner en réalité tout au long de l'année. Alors, Chag Sameach, B'ezrat Hashem.